Ça s'est passé encore un mercredi. Nouveau coup d'État en Afrique, cette fois-ci au Gabon. Alors que les résultats des élections générales venaient d'être proclamés, des militaires sont montés au créneau pour s'emparer du pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, lui-même séquestré. Son appel à faire du bruit n'a pas été entendu. Ainsi, en quelques heures, le général Brice Clotaire Oligui et ses hommes tournent la page des Bongo au pouvoir. Et pourquoi ce coup d'État n'a-t-il pas suscité autant de condamnations véhémentes comme ce fut le cas au Niger? Quels sont les dessous de cette prise de pouvoir au Gabon? Nous en parlons avec nos consultants cette semaine. J'ai le plaisir de vous annoncer Anani Sossou. Monsieur Sossou, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde et principalement en Afrique. Anani Sossou, le prince d'Enfouin, est journaliste, consultant en communication politique, influenceur sur les réseaux sociaux. Merci. Merci à toi Gilles. Notre deuxième invité va nous rejoindre d'un moment à l'autre, Maître Eric Emmanuel Sosa. Le temps donc de vous annoncer le troisième, l'inévitable Sogoyou Kegewe. Bonjour. Oh, je suis pourtant évitable. Il n'y a pas de problème. Je suis évitable. Bonjour Gilles et bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis sûr que la plupart sont revenus de la messe et que ça avec plaisir qu'ils vont nous accompagner durant les 2 heures qui vont suivre pour voir à peu près qu'est-ce qui se passe en Afrique et spécialement au Gabon. Pour notre messe spéciale, Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Et pour ceux qui nous suivent en différé, n'oubliez pas de liker tout de suite cette émission, de vous abonner à la chaîne New World TV pour recevoir en temps réel nos programmes et partager aussi cette émission pour porter très loin la voix de l'Afrique qui change. Nouveau coup d'État, donc, selon vous, de quel type de coup d'État est-il question au Gabon? Coup d'État anticipé, coup d'État arrangé, coup d'État salutaire ou coup d'État tout simplement mérité? Je voudrais commencer avec vous, Anani Sossou. Oui, c'est quand même arrivé très bizarrement ce coup d'État. Ce coup d'État, même si on devrait s'attendre à un bruit des bottes, c'était arrivé quand même de manière surprenante et la manière dont ça s'est passé également, ça surprend. Je vais reprendre les formulations de Albert Ondo-Ossa qui dit qu'en réalité, c'est une révolution de palais. Ce n'est pas un coup d'État et que derrière ce coup d'État, il faudrait voir Pascaline Bongo. Donc, je voulais planter d'abord le décor pour expliquer un peu ce que c'est que les bongos, si tu veux bien, pour qu'on plante un peu le décor, pour que ceux qui nous accompagnent, nos amis qui nous accompagnent en suivant cette émission, puissent comprendre comment on en est arrivé là et pourquoi on parle de révolution de palais et non de révolution comme cela s'est passé au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Bon, en réalité, le Gabon, c'est un petit État qui ne compte que 2 millions d'habitants, dont plus de la moitié sont des étrangers, j'allais dire. Et ce petit pays qui a été dirigé dès les premières heures de son indépendance par Paul Mba, avait eu comme vice-président un certain Bernard Bongo, et qui, dans les années 70, avec l'adhésion de son pays dans l'OPEP, s'est converti à l'islam pour prendre le nom de Omar Bongo. Alors, Paul Mba étant malade en 1964, avait pour vice-président, donc, comme je le disais, Omar Bongo. Et Paul Mba étant hospitalisé en France, naturellement, c'est son vice-président qui devrait le remplacer. Et dans la foulée, il s'est passé que en 66, Bongo étant Paul Mba de 64 à 66 dirigeait le pays. Puis en 66, il était malade, hospitalisé en France. Et c'est Bongo, père Omar Bongo, qui le remplaçait. Et dans la foulée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé la constitution pour donner les pleins pouvoirs au vice-président qu'il était. Oui, Léon Mba. Il a donné donc les pleins pouvoirs au vice-président qu'il était.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Léon Mba étant décédé, naturellement, Bongo Père s'est accaparé du pouvoir en 69 et il a régné sur ce petit émirat pétrolier de 69 jusqu'à son décès à Barcelone, en Espagne, en 2009. Voilà. Donc, après 40 ans de pouvoir. Soit 41 ans de pouvoir. Voilà un peu décrit ce que c'est que le Gabon. Et le Gabon, c'est encore quoi? Léon Mba avait dit qu'il n'était pas possible qu'un Gabonais ne soit pas français. Et ça, il avait dit à De Gaulle. Parce que pour lui, il est impensable que le Gabon ne soit pas une province ou bien un département français. Et qu'ils font tout avec la France, ils restent avec la France, ils restent avec De Gaulle. Donc pour lui, il était impensable que le Gabonais ne soit pas français ou bien n'adopte pas l'attitude de la France. Ça, c'était Léon Mba. Et quand Bongo Père était arrivé, il a continué. Et c'est avec lui, d'ailleurs, et les réseaux Focard que la fameuse France-Afrique était alors née. Donc, Bongo ne pouvait jamais dire non à la France, ne pouvait jamais dire non, que ce soit à De Gaulle, à Pompidou, à Giscard, à Mitterrand ou à Sarkozy. On se rappelle d'ailleurs les visites des chefs d'État français à l'époque dans nos colonies, dans les ex-colonies africaines, où c'était les foules qui sortaient pour les acclamer, avec les chefs d'État dans des voitures décapotables, où on les acclamait. Donc, en fait, toutes les ex-colonies, que ce soit l'AOF, l'Afrique occidentale française, ou bien l'AEF, l'Afrique centrale, toute l'Afrique centrale francophone, nous étions vraiment des sujets en quelque sorte de la France. Et Bongo a été le symbole, avec d'autres présidents à l'époque, dont Yadema naturellement, était le symbole de cette France-Afrique-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Encore mieux Houphouët-Boigny. Comme Houphouët-Boigny d'ailleurs, Senghor et tout le reste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Gabon avait des richesses inestimables, dont notamment le pétrole. Et vous connaissez le scandale Elf qui s'est passé, Elf qui étant remplacé par Total Énergie. Donc Total Énergie a toujours ses actions au Gabon. Et en dehors de ça, le Gabon est très riche en manganèse. Et qui exploite le manganèse? Ce sont des sociétés françaises, dont Eramet, qui, avec sa société Comilog, exploite le manganèse depuis 1953 jusqu'à nos jours. Et la seule compagnie ferroviaire qui est au Gabon est également dirigée par Eramet. Donc, des entreprises françaises, de toutes les entreprises françaises, de toutes les entreprises en général au Gabon, 80% sont détenues par des Français. Donc, notamment en dehors de Total, il y a Eramet, il y a Air Liquide, Air France, Gabon Télécom qui est une filiale, qui était une ancienne filiale de France Télécom. On ne va pas les citer toutes. On ne va pas les citer toutes, mais on sait que 80% des entreprises gabonaises sont détenues par des Français. Et alors, le patronat français, justement, était composé, à plus forte raison, que par des chefs français. Et d'ailleurs, ce qui m'a encore étonné, il y a 2-3 jours, après la session de Brice Oligui Nguema au pouvoir, sa première décision, c'était de convoquer le patronat. Et ce patronat-là, il a pris le pouvoir 2 jours après, il convoque le patronat, et le patronat a déjà fait 13 ou 14 propositions. Et dans les 13 ou 14 propositions que le patronat gabonais lui a adressées, il a retenu 4. Mais la question que je me posais de savoir comment il a fait, étant donné qu'il n'était pas ministre de l'économie, il n'était pas dans les affaires économiques, il était chef d'État, non, il n'était même pas chef d'État-major, mais le patron de la garde républicaine. Comment il a fait pour savoir ce qu'il y a au niveau du budget du Trésor, pour essayer de dire que voilà, des 13 propositions que vous nous avez faites, on va prendre 4 qu'on va essayer de régler. Et dans les 13 propositions, les 4 qu'il a pris concernaient la dette intérieure. Donc dans cette dette intérieure-là, il faut comprendre que comme 80% des entreprises gabonaises sont détenues par des Français, donc les 80% de tout là concernaient la dette intérieure. Donc quand on veut payer la dette intérieure, ça veut dire que 80% de cette dette intérieure qu'on va payer va aller naturellement aux entreprises françaises. Donc alors, comment il a fait en 2 jours pour raccourcir ce développement, la conclusion c'est quoi? La conclusion que je voulais donner, c'est que ce coup d'État n'est pas anodin. Il a été le fruit peut-être d'une anticipation
de l'ancienne métropole pour essayer de bloquer en réalité que Bongo, fils Ali Bongo, étant malade et que le CGE, le Centre Gabonais des élections, a déclaré vainqueur pour que des militaires patriotes peut-être ne prennent pas le pouvoir pour qu'on ait un scénario identique à la nigérienne, à la malienne, au burkinabé, pour que cela n'arrive pas, pour que des patriotes prennent le pouvoir, pour que tout soit anti-français. Donc on a dû anticiper pour faire cette révolution de palais, pour que le patron de la garde républicaine prenne le pouvoir et qu'on puisse garder toujours le Gabon dans le giron français. Donc pour vous, c'est un coup d'État anticipé, arrangé. Un coup d'État arrangé. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Maître Eric Emmanuel Sosa. Maître, bienvenue. Merci beaucoup, Jules. Mes excuses à vos téléspectateurs qui m'ont vu très ponctuel, mais aujourd'hui, il y a eu des exceptions. Des circonstances exceptionnelles m'ont éloigné un peu plus de la ville. Et je viens d'arriver et heureux d'être parmi vous. Le président de la Cour vous excuse, vous accorde des circonstances atténuantes. Merci beaucoup. Ouais. Alors, Sogoyou Kegewe, Oui, coup d'État au Gabon. à quel type de coup d'État a-t-on assisté? D'abord, remarquons que depuis son AVC, l'accident vasculaire cérébral, Ali Bongo était physiquement diminué et le pouvoir aussi s'était proportionnellement affaibli. Lui-même, il se disait en très bonne santé. Oui, il se disait en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il devait lui dire pour sauver les apparences. Donc le pouvoir a baissé proportionnellement à la santé du détenteur du pouvoir. Ok. Pratiquement tout le monde au Gabon se disait, et si je ramassais l'affaire? Et si je ramassais l'affaire? Et si je ramassais l'affaire? Parce qu'il y aurait eu très peu de protestations qu'on prenne le pouvoir à quelqu'un qui arrive difficilement à marcher, même si de temps à autre il s'efforce de danser pour rassurer ses partisans. Il faut rappeler qu'il y a eu une tentative de coup d'État déjà en 2019, en janvier 2019. Mais on en était là. Donc, quand l'opposant qui dit qu'il a été élu, Ondo Ossa, est au courant qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite à Paris. C'est d'abord surprenant. Coup d'État se prépare au Gabon, tu te précipites à Paris avec l'information et il rencontre tout ce qui est à Paris contre que d'Orsay, même le président du Sénat. Ondo Ossa, après ça, revient au Gabon sans tirer l'alarme qu'il y a un coup d'État qui arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un était en train de préparer un coup d'État. Est-ce que c'est celui de Nguema? On ne sait pas. Peut-être quelqu'un préparait, Nguema préparait, et Ondo Ossa lui-même, quoique disant avoir été élu démocratiquement, voulait profiter d'un coup d'État. Parce que quand il est allé voir les autorités françaises, qu'est-ce qu'on lui a dit? Et quand il est venu, il est resté tranquille. Et le jour des élections, à peine les gens sont sortis des bureaux, il proclame sa victoire. Il dit qu'il ne négocie rien, qu'il ne veut même pas Premier ministre, que Ali Bongo, malgré justement son état, doit venir le voir pour négocier comment il doit se retirer du pouvoir. Et que d'ailleurs 60 ans, ça suffit. Mais tu veux le pouvoir parce que tu l'as gagné ou bien parce que 60 ans, ça suffit. Parce que quand les gens parlent, ils ne se disent pas que ceux qui les écoutent réfléchissent. Donc 60 ans, ça suffit. Bon, on part de la base de 60 ans, ça suffit. Malheureusement pour lui, coup d'État arrive. Et au lieu qu'on lui dise, Ondo, ça, tu as gagné les élections, viens être président dans la villa du bord de mer. Voilà un général qu'on sort du chapeau, comme chez le magicien, et qui devient président. Donc, ce coup d'État, vu la flambée, la contagion des coups d'État révolutionnaires en Afrique, tout bon Français doit faire un coup d'État préventif au Gabon. C'est un coup d'État préventif pour éviter le pire. Ondo, ça, Nguema est venu au pouvoir. Bon, pour le moment, je préfère qu'on ne spécule pas trop sur ses intentions. Est-ce que c'est un coup d'État à la Mokhtar Diao au Mali, à la Damiba au Burkina, ou bien à la Assimi Goïta? C'est aussi un autre style, ou même Doumbouya, c'est des styles différents. On va voir dans quel créneau il se met, et sur la base de ce créneau, on peut commencer à commenter et à voir vers où le Gabon se dirige. Oui. Maître Eric Emmanuel Sosa, après tant d'années de bons et loyaux services, pourquoi Ali Bongo n'a-t-il pas été protégé
A-t-il été trahi finalement, M. Bongo Ondibali? Vous savez, tous les pouvoirs excessifs ont leur Brutus. Vous savez, depuis l'Antiquité, depuis l'aube des temps, on a toujours connu au sein d'un pouvoir des contestataires capables de prendre le pouvoir et d'éjecter celui qui est officiellement le tenant. César Brutus, mais aussi, quand vous voyez bien, pas très loin de nous, et pas loin du Gabon, un certain Mathias Nguema, déposé par son neveu, qui est au Basogo. Toujours au pouvoir. Toujours au pouvoir, en Guinée équatoriale. Donc, finalement, tout ça n'a rien de surprenant. Et en fait, ce qu'on peut dire, votre question, quand vous relancez l'émission, c'était de demander si c'était un coup d'État arrangé, anticipé, salutaire ou mérité. Il a été arrangé, pourquoi? Parce que, quand même, on venait de proclamer le résultat des élections qui voyait encore Ali Bongo vainqueur. 30 minutes après, patatras, on dit que ce pouvoir est déposé, le régime est déposé et toutes les institutions du pays ont été dissouses, ça suivant le lexique habituel d'un coup d'État militaire. Donc, il a été arrangé, oui, parce que c'est le chef de la garde présidentielle. Au début, on ne sait pas trop qui est le maître d'œuvre principal, ni qui est le maître d'ouvrage. Il n'y a pas eu de cafouillage. Non, il y a eu des annonces, et ça c'est le scénario habituel. Et puis ensuite, progressivement, on a su au fil des heures qui était derrière, et on a vu le nouvel homme fort tenu à bout de bras par ses compères, ses compères et qui l'acclamaient et qui réclamaient, enfin lui confiait le pouvoir en quelque sorte. Donc finalement, c'est un coup d'État qui était parfaitement arrangé, puisqu'on a vu le ralliement de tous les corps d'armée. Après une réunion dans l'après-midi. Bien entendu. Donc c'est un coup d'État qui a été arrangé parce qu'on ne fait pas un coup d'État en 30 minutes. On l'a préparé, on l'a anticipé. Pourquoi je dis qu'il a été arrangé? Parce que anticipé, parce que par ailleurs, on organise des élections dans un Gabon qui est à peine plus peuplé que la ville de Lomé. Parce que, quand même, le scrutin n'a concerné que à peu près 850 000 votants. Ouais, 850 000. Il a fallu faire un couvre-feu, fermer les frontières du pays et mettre le pays carrément blackout Internet pendant 3 jours. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment proclamer les élections de façon pacifique. Donc on savait qu'il y avait quelque chose qui couvait. Et puis finalement, on a vu ce qui couvait. Est-ce que ce coup d'État est salutaire? Absolument oui. Encore une fois, je me trouve ici, parce qu'on était, il y a 15 jours, en train de parler d'un coup d'État. Bon, je n'avais pas les mêmes affirmations. À M. Sossou près, c'est à peu près le même casting. Mais je suis obligé de dire ici que ce coup d'État est salutaire. Il était même souhaitable. Pourquoi? Parce que, regardez, l'hubris avec lequel les Bongos ont régné pendant 56 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont confisqué quasiment toutes les ressources de l'État. Parce que quand on vous dit qu'on a arrêté un directeur de cabinet adjoint, qu'on a arrêté le fils, qu'on a trouvé, rien qu'à leur domicile, l'équivalent d'une université ou d'un hôpital, vous vous demandez ce qu'on va trouver après auprès des autres tenants du pouvoir. Parce que si on continue, on va ramasser des milliards sans avoir même besoin d'aller faire recours à quelques techniques de recouvrement spécial que ce soit. Il suffit d'aller ouvrir les puisards et on trouvera les milliards. Voilà ce à quoi ces militaires étaient exposés tous les jours. Parce que quand même, parlons 2 minutes... En allant chez Brice Nguema lui-même, est-ce que ce n'était pas possible de trouver autant de milliards? Ah mais si, non mais attends, on peut trouver... lui-même était un membre du Sérail, parce que vous n'êtes pas... D'abord, on parle des filiations... on dit qu'il est un neveu de Omar Bongo. Tout qui a été démenti aussi. Bon, allez, peu importe, même s'il le fut. C'est pas ça le problème. C'est-à-dire que ces gens-là voient les tenants du pouvoir vivre dans l'opulence la plus insolente et eux, on leur dit, tenez-vous prêts à nous protéger. Votre travail, c'est de nous protéger. À un moment donné, eux aussi, ils sont humains. Donc, finalement, le pouvoir a intérêt à les choyer. C'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, les généraux, les membres de la garde présidentielle sont très choyés. Donc, il a été choyé aussi. Donc, on pouvait trouver chez lui aussi des milliards. Il ne les aurait pas volés, il les aurait gagnés par le loyalisme
la loyauté qu'il a toujours témoignée à son patron. Donc, je ne suis pas choqué par ça. Ce qui me choque, c'est que nous avons un pouvoir qui a 56 ans, qui est tenu par quelqu'un dont tout le monde est d'accord qu'il est très affaibli. Regardez, ça me rappelle un peu Bouteflika. Bouteflika, c'est la rue d'abord, c'est le Irak qui l'a sorti et l'armée a récupéré le pouvoir des mains du peuple parce que le peuple n'a aucun moyen de se défendre. Donc que des militaires, de temps en temps, par lucidité patriotique, défendent les citoyens en arrachant le pouvoir à des gens qui ne les méritent plus, je ne peux pas condamner cela. Voyez-vous, et au Gabon, le Gabon est emblématique de ces pouvoirs dont le peuple est fatigué et dont on a besoin de quelqu'un pour le libérer. Et ça, si des militaires le font, je ne peux dire que bravo, parce que ce coup-là, pardon de le répéter, il est salutaire, je l'espère, il est mérité. Maintenant, c'est dans le style qu'on va voir s'il est vraiment salutaire. Parce que les colonels qui ont fait le coup d'État à Salazar au Portugal en 1974, et Salazar a à peu près la même longévité au pouvoir que Omar Bongo. Hein. Les militaires qui l'ont dégagé, ils ont d'abord installé des principes démocratiques dont le Portugal continue de profiter aujourd'hui. J'aimerais que ceux-là, quand ils ont fait le coup d'État, maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, ils fassent la purge. Ouais, on verra cet aspect-là. On verra cet aspect-là. Oui, je voulais ajouter un peu... pour peut-être contredire un peu Maître Sosa sur un aspect. Bon, d'abord, il faut savoir que le Gabon et ceux qui dirigent le Gabon, c'est tout un clan. Il n'y a pas un seul qui a été un baron du régime Bongo, qu'il soit ministre ou qu'il soit un commis de l'État, qui n'a pas d'affinité ou bien de lien avec la famille Bongo. Ça, c'était complètement difficile à savoir. Parce que ceux qui dirigeaient le Gabon, qu'ils étaient ministres ou pas, soit ont des liens familiaux, ou bien ont eu des enfants avec les enfants Bongo, ou bien Bongo a eu des enfants avec les enfants, les filles de ces ministres, ou bien des gens de la famille de ces ministres. Donc, c'était tout un mélange. Une illustration, Jean Ping, qui a été opposant. Voilà, qui a épousé la fille préférée, d'ailleurs, d'Omar Bongo, Pascaline Bongo, avec qui elle a eu 2 enfants. Donc, c'est tout un méli-mélo, ce qui se passe au Gabon. Et tous ceux qui ont été barons au Gabon ont été imbibés, imprégnés, et qui ont connu tous cette histoire de corruption, qui se sont enrichis illicitement. A commencé d'ailleurs par celui qui vient de prendre le pouvoir au Gabon, Brice Oligui Nguema. Mais c'est quelqu'un qui a été l'aide de camp du père Omar Bongo jusqu'à sa mort. Et à la mort de Bongo père, Omar Bongo, mais le fils l'a un peu éloigné du pouvoir, notamment le nommant attaché militaire à Dakar, au Maroc d'abord, puis après au Sénégal, au Dakar, ce qu'il avait pris mal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Brice Oligui Nguema était également quelqu'un qui était immensément riche. Un homme d'affaires. Hein. Un homme d'affaires d'ailleurs. D'ailleurs, dans le Maryland, il avait acheté des immeubles, 3 immeubles, qu'il a payé rubis sur en cash, à $1 million cash. Et ça avait déjà suscité pas mal de polémiques au Gabon et également au niveau des États-Unis. Donc c'est un homme d'affaires qui est venu aujourd'hui, qui veut faire opération main propre, alors que lui-même, il a des mains déjà sales. Donc il faut qu'on relève cela. Parce qu'un officier de l'armée, qui plus est, qui est un fonctionnaire, comment peut-il, du coup, trouver autant d'argent pour être un homme d'affaires qui opère avec beaucoup d'immeubles, de biens immobiliers au Gabon, mais en dehors du Gabon, qu'il en a aussi en France et dans le Maryland où il a payé cash $1 million. Donc, il faut voir d'abord ce contexte-là aussi. Donc, pour revenir, je voulais dire que le Gabon, c'est un scandale. C'est un scandale de corruption. Et même ceux qui aspirent, ceux qui ont toujours été les opposants à Omar Bongo père d'abord, puis à Bongo Ali fils, ont toujours été dans les sérails du pouvoir. Et ce qui se passe aujourd'hui, comme l'a dit Ondo Ossa, c'est une révolution de palais où il y a déjà une dispute autour du pouvoir au sein de la famille. Puisque quand Bongo avait eu son AVC, Ali Bongo avait eu son AVC en octobre 2018, et où il était parti en Arabie Saoudite pour se soigner, puis au Maroc. Voilà, en réanimation, ou bien, je ne sais même pas, en convalescence sûrement au Maroc. Mais c'est son fils Noureddin, Valentin, et sa femme Sylvia Bongo qui dirigeaient le pays. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écarté la fille chérie d'Omar Bongo,
qui était Pascaline Bongo, qui était ministre des Affaires étrangères de son père, et avant la mort de son père, la puissante directrice de cabinet de son papa. Donc c'est elle qui dirigeait en fait le Gabon avec son papa. Mais Sylvia Bongo a tout fait depuis l'arrivée de Ali Bongo au pouvoir pour l'écarter du pouvoir. Et ça, déjà, c'était aussi des points sur lesquels elle ne tolérait pas le pouvoir de son frère. Ce qui a fait d'ailleurs qu'elle s'était exilée. D'ailleurs, Pascaline Bongo, elle s'était exilée pendant 4 longues années aux États-Unis, où elle dépensait les fonds du Gabon à sa convenance, parce que j'ai eu à lire un scandale où elle a commandé pour plus de presque $4 000 de crème. $4 000 de crème, ce qui est vraiment inimaginable. Et n'oubliez pas que c'est elle, la légataire testamentaire de son père. Donc c'est elle qui avait le pouvoir de gérer l'héritage familial. Et cet héritage familial est tellement immense. Donc est-ce qu'il y a des liens aujourd'hui entre Pascaline Bongo et Brice Clotaire? Ça, c'est pas à nous de le dire, c'est l'opposant qui aurait gagné les élections, Ondo Ossa lui-même, qui lui dit qu'il ne faut pas voir l'un, que derrière Brice, il faut voir Pascaline. Et c'est ça que j'ai développé tout à l'heure pour dire qu'au sein même des Bongo, il y a une telle jalousie, il y a une telle aspiration à accueillir le pouvoir des mains de Ali Bongo, très malade, très diminué. Oui. Et moi, je crois, les uns et les autres ont insisté sur la corruption. Mais c'est normal, parce que quand Oliguier est venu, pourquoi il a commencé à parler d'argent? Et c'est que ça intéresse le peuple. Parce que le gars là du quartier qui n'a pas le gari quotidien, si on lui dit que quelqu'un a 3, 4, 5 milliards dans sa chambre, et il est complètement remonté, ce qui est normal. Mais ce n'est pas la longévité au pouvoir qui explique les détournements. Au Niger, combien on a pris chez Bazoum, combien on a pris chez Koumakoy, combien on a pris chez le fils de Issoufou, c'est des centaines de milliards. En Guinée-Conakry, combien de milliards on a ramassé dans les puisards chez les gens? Pourtant, c'est des pouvoirs qui n'ont même pas encore fait 10 ans. Donc la corruption, quand elle est dans les gènes des gens, elle est là. Même un jour au pouvoir, tu peux rafler des milliards. Donc, le jeune général est venu, il met l'accent sur la corruption et on dit, est-ce que lui-même, un général, quand même, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit affamé? Moi, je ne trouve pas anormal qu'un général ait les moyens de vivre aisément. Surtout, comme vous l'avez dit, il était aide de camp de Bongo. C'est normal. Mais s'il revient aujourd'hui et son premier cheval de bataille, c'est la corruption, c'est parce qu'il sait que la population est très sensible à ce problème et qu'effectivement, il n'y a rien d'honorable à traîner dans la maison avec des dizaines de milliards de nos francs CFA dans un pays comme le Gabon, sous-peuplé, richissime, mais avec une population carrément misérable. J'avais prévu un sous-chapitre sur Brice Nguema, c'est déjà passé. Je voudrais qu'on revienne un peu sur Ali Bongo et son cri de détresse. Oui. Pourquoi s'est-il exprimé en anglais? Oui. Pourquoi a-t-il demandé qu'on fasse du bruit? Ali Bongo, moi je trouve qu'il fait pitié, hein, vu son état de santé. Toute âme sensible se dit que ça fait pitié. Mais le problème d'Ali Bongo, c'est quoi? Il faudrait que ça ouvre les yeux à tous nos chefs d'État. Que être ami de la France vous expose aux pires déceptions dans votre vie. Son papa est mort à Barcelone, hein, vous l'avez rappelé ici. Il y a d'autres dirigeants, hein, Mobutu qui est mort quelque part au Maroc. Donc dès que en Afrique, vous comptez sur la France pour narguer la République, pour narguer vos populations, pour narguer les autres États, parce que bon, la France est derrière moi, je peux même aller faire la guerre où je veux, vous allez finir aussi misérablement. Il a parlé anglais parce qu'au dernier moment, il s'est rendu compte que toute sa vie, il s'est trompé d'amis. Toute sa vie, il s'est trompé d'amis. C'est comme, tu es là, tu es un grand prêtre catholique et la veille de ta mort, tu apprends que Dieu n'existe pas. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai passé toute ma vie à faire? Donc, aujourd'hui, Ali Bongo se rend compte que la France n'existe plus pour lui. Elle existe pour l'uranium, pour le manganèse, pour le pétrole. Donc Bongo, lui, croyait que c'est lui que la France aimait. La France ne pouvait pas l'aimer. Donc, il faut que ça ouvre les yeux à tous les Africains parce que
On est en train de parler des choses qui sont en train de se passer ailleurs sous nos yeux. On nargue toute la planète parce qu'on a le soutien de la France. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est un très bon exemple. Maintenant, il parle anglais. Bon, il doit parler anglais. Il était au Commonwealth. Et puis, c'est un type, je crois que dans sa jeunesse, il voulait même chanter. Je l'ai écouté chanter. Il chantait même en anglais. Il chantait en anglais. Donc, l'anglais n'est pas une langue étrangère pour lui. Il a fait ses études à Londres. À Londres, en plus. Voilà. Donc, aux États-Unis. C'est pour dire que, désormais, personne ne doit compter sur un pays pour pouvoir narguer les autres. Voilà. Maître Sosa, vous avez, en tout cas, on va dire, adoubé ce coup d'État. C'est le cas de la communauté internationale aussi, qui a réagi, qui a condamné mollement ce qui s'est passé au Gabon, alors qu'au Niger, elle avait la dent dure, jusqu'à même épauler une intervention militaire. Pourquoi cette double vitesse, ce deux poids, deux mesures? Gilles Bokar, adoubé, non, je n'ai aucun pouvoir pour adouber un quelconque coup d'État. Je suis un citoyen africain. Permettez que de temps en temps, j'ai des enthousiasmes par rapport aux choses qui se passent sous mes yeux et que je sois contemporain de phénomènes que personne ne pensait encore possibles. C'est-à-dire qu'on avait décidé, depuis la déclaration de Abuja et la déclaration d'Alger en 1999, que les coups d'État étaient tabous, proscrits. Et puis finalement, on est en train de constater, depuis ces 4 ans, que les coups d'État, on le vend en poupe. Et finalement, on a... C'est un coup d'État en 3 ans. Non, mais ce n'est pas seulement les 3 ans dont je parle, monsieur. Écoutez, si vous voulez, on peut remonter un peu plus loin. Ben Ali a subi un coup d'État. Non, moi je voulais parler de... Non, attendez, laissez-moi développer. Laisse-le parler. Je ne vous ai pas interrompu quand parler. Vous savez, quand 2 personnes disent la même chose, il y en a un qui est inutile. Non, je ne veux pas dire la même chose que vous. Je dis que le phénomène remonte à beaucoup plus loin, parce que j'ai parlé des déclarations d'Abuja et des déclarations d'Alger, l'un pour la CEDEAO, l'autre pour l'UA. Le coup d'État, normalement, est hors la loi. Et pourtant, le coup d'État de Ben Ali, personne ne l'a condamné. Le coup d'État à Moubarak, personne ne l'a condamné. Le coup d'État fait à El Bachar, personne ne l'a condamné. Kadhafi. Kadhafi, c'était un assassinat qui a été maquillé par une guerre. Non, ça encore, c'est autre chose. Mais c'était un coup d'État quand même, qui a pris d'autres formes. Mais personne... Enfin, il y a eu beaucoup de protestations, des condamnations, mais totalement vaines, dans le cas de Kadhafi en particulier. Et puis ensuite, on a cette espèce de pandémie de coups d'État en Afrique de l'Ouest et maintenant en Afrique centrale. Récemment, au Tchad aussi, c'était un coup d'État. Quelle que soit l'appellation qu'on a donnée, quelle que soit la coloration qu'on a voulu donner, c'était encore un coup d'État. Donc, ça veut dire que le phénomène du coup d'État commence encore à retrouver finalement une créance vis-à-vis des populations. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi les populations approuvent les coups d'État alors que les institutions et on va dire, les intellectuels de salon condamnent les coups d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi est-ce que nous sommes incapables de créer les conditions d'une vie démocratique apaisée pour que la prise de pouvoir soit quelque chose de normal, soit festive? Parce que je ne comprends pas pourquoi, quand il y a des élections, on doit faire un couvre-feu. Normalement, ça doit être un moment de liesse pour célébrer celui qui sera élu. Normalement, on doit faire des matchs de foot pour se réjouir après être allé voter. Mais non, on ne peut pas faire ça. Ça devient quelque chose de dangereux, finalement, quand on organise les élections. C'est pour ça que je dis, vous ne pouvez pas, quand vous regardez, parce que, en fait, ce qui s'est passé au Gabon, on a failli nous dire que s'il n'y avait pas eu le coup d'État, c'est un président démocratiquement élu. Oui. Quand on a fait la proclamation, je n'ai pas entendu une seule protestation contre le scrutin et les conditions dans lesquelles ce scrutin a été organisé. Pendant qu'on a mis le pays sous cloche, couvre-feu et bannissement Internet, personne n'a protesté. Ça aussi, c'est un coup d'État qu'on est en train de faire à la démocratie. Ça aussi, c'est une mauvaise façon, une très mauvaise façon de traiter les populations. Donc, quand on accepte ça, et que finalement, c'est l'armée qui vient dire non, la récréation est terminée, cette comédie, elle est finie, les démocraties de pacotille, on n'en veut pas, on a suspendu le processus démocratique, parce que c'est un jeu de théâtre d'ombre qui ne nous fait plus rire. Alors on vient dire, il y a un coup d'État, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que celui-là, il était souhaitable, il fallait que quelqu'un le fasse, qu'il ait été préparé. Alors maintenant on va diverger un peu, qu'il a été préparé avec la France, le cautionnement de la France ou pas, ce que je sais, pour ce que j'observe en tout cas, je n'en sais rien en particulier parce que nous sommes tous finalement condamnés à des conjectures. Ce que je sais par contre, c'est que le coup d'État qui a été fait au Niger il y a quelques semaines,
a suscité énormément de protestations, de la France notamment, et en ce moment on est en crise diplomatique avec la France, alors qu'au Gabon, parce que les intérêts français sont saufs au Gabon, il n'y a absolument aucune protestation. Alors que le président Bongo est séquestré, tout comme Bazoum. Hein, mais là-bas, on parle de résidence surveillée. Attendez, Bazoum est en résidence surveillée, il n'est pas emprisonné, que je sache. Mais là-bas, on parle de séquestration. Oui, voilà, c'est la sémantique. C'est la sémantique qui change. Et c'est la raison pour laquelle je dis, attention, bon, si c'est finalement les états d'âme du Quai d'Orsay, sincèrement, on s'en fiche. Il faut observer le phénomène tel qu'il est. Parce que en tout état de cause, que ce soit au Mali ou au Niger, c'est un coup d'État, c'est la garde présidentielle qui a pris le pouvoir et le président Bazoum, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, après tout, il a été démocratiquement élu. Ça, on est d'accord dessus. Non, on n'est pas d'accord. Attendez. On n'est pas d'accord. Attendez. Ali Bongo a été démocratiquement élu. Voilà. C'est ce que je dis. Donc, en fin de compte, on n'est pas là pour discuter des conditions dans lesquelles Bazoum a été élu. On ne va pas refaire ce débat-là. Mais par contre, on est obligé de reconnaître que les coups d'État militaires ont toujours une cause profonde. Et cette cause est liée à la gestion du pouvoir par ceux qui ont subi les coups d'État. Ouais. C'est pour ça que je dis, il faut, au lieu de vociférer contre le phénomène, faire en sorte de prévenir le mal. Parce que quand vous exposez un enfant à dormir sans moustiquaire, vraiment à la merci des moustiques tout le temps, et puis vous vous plaignez qu'il a le paludisme. Non, franchement. Sogoyou Kegewe, pourquoi au Niger, la dent est très dure contre les militaires qui ont déposé Bazoum, alors qu'au Gabon, on semble... Peut-être même applaudir, parce que quand j'ai écouté Borrell de l'Union européenne, vous savez, le coup d'État du Gabon vient nous révéler l'ampleur catastrophique, abyssale de l'hypocrisie des Occidentaux, de l'hypocrisie de la France. Et cette fois-ci, le plus grave, ce n'est même pas la France qui est montée au créneau, c'est Joseph Borrell, le monsieur affaires étrangères de toute l'Union européenne, c'est-à-dire 27 pays, qui vient justifier un coup d'État en Afrique. Pourquoi? Parce que celui qui a pris le pouvoir est un ami. Non seulement il garde les privilèges de la France, mais il va peut-être même les augmenter. Pour le moment, il attrape les petits voleurs du quartier pour rassurer la population. Mais comme quelqu'un l'a dit ici tantôt, la dette intérieure qui doit être payée en priorité ira à 80% dans la poche des entrepreneurs français. Donc, celui-là, on ne peut que l'acclamer. Si Joseph Borrell, je ne sais même pas pourquoi il s'est mêlé de cette déclaration. Maintenant, au Niger, c'est des patriotes. Les Nigériens sont fatigués d'être exploités, arnaqués, et spoliés, appauvris. Et ils ont eu des généraux patriotes qui ont dit ça suffit. Les Européens, dont Borrell, ne veulent pas entendre qu'un noir dise à un blanc ça suffit. C'est ça le problème aujourd'hui. On ne peut pas laisser les Nigériens parce qu'ils veulent travailler pour leur pays. Au Gabon, j'ai dit, je préfère ne pas m'aventurer à le juger. On va le laisser et à l'œuvre, on verra qu'est-ce qu'il veut faire. Mais comme vous le constatez vous-même, il a été applaudi et des gens, pas des moindres, Joseph Borrell, montent au créneau pour justifier le coup d'État. Tu t'imagines si c'est toi, c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre qui justifiait ce coup d'État comme ça, ce que les gens auraient dit. Maintenant, Niger. Le plus grave au Niger, ce n'est pas seulement la France. Pratiquement, je peux dire même que la pression de la France a diminué. J'ai parlé la dernière fois de quelques pays de l'AOF, Afrique occidentale française, qui veulent en découdre avec le Niger. La France peut même dire aujourd'hui, je ne fais pas la guerre. Ils sont prêts à aller faire la guerre. Parce que pour les nègres, depuis le temps de l'esclavage, c'est toujours un plaisir de tuer d'autres nègres pour faire plaisir à des blancs. Et si nous sommes dans cette logique, en plein 21e siècle. Mais est-ce que tu sais que des généraux nigérians ont adressé un courrier au président Tinubu pour lui dire que le Nigeria lui-même peut être victime d'un coup d'État parce que les coups d'État viennent de la mauvaise gestion des régimes démocratiquement élus. Deux anciens généraux. Ils le lui ont dit. Un ancien chef d'état-major. Voilà. Donc, il ne faut pas que des gens dans la région ici croient que, bon, j'ai la protection de la France, je peux narguer les gens, je peux aller faire la guerre aux autres pays. Et si quelqu'un dit qu'il veut la paix, on dit non, que c'est lui le diable, il faut le diaboliser. Mais ces guerres-là,
C'est ceux qui croient qu'ils ont des antidotes contre le coup d'État et qui narguent les populations de toute l'Afrique occidentale, sachant que toute guerre qui démarre au Niger nous touchera, nous tous. Donc, c'est pour te dire qu'au Gabon, il n'y a pas feu pour les intérêts occidentaux. Tout est assuré, on a mis ça entre les mains d'un gars sûr, et qui est même, on dit, plus pro-américain que pro-français, mais c'est occidental. Ils vont mettre la main, mais les Nigériens, les Maliens ne laisseront plus jamais ces pays pilleurs mettre la main sur leurs biens pour que leur population souffre. Et c'est pourquoi on les soutient. Il faut travailler pour les populations, point. Anani Sossou, est-ce que le coup d'État au Gabon ne vient pas blanchir un peu, entre guillemets, le coup d'État du Niger? On va laisser les Tiani en paix un peu, là. Bon, ça, c'est clair qu'on va laisser Tiani un peu en paix. Moi, je voudrais qu'on pose une question fondamentale. Pourquoi ces 3 dernières années, les 5 coups d'État se sont opérés dans des pays francophones? Ça, c'est une grande question qu'on doit se poser. Et pourquoi, lors de chaque coup d'État, hormis ce qui s'est passé au Gabon, c'est toujours à bas la France, chez les Africains? C'est parce que, fondamentalement, la politique française de la France en Afrique a toujours été nocive pour les populations. C'est-à-dire que on a tellement... Ou perçu comme tel, hein, parce que... C'est pas perçu comme tel. C'est pas une perception, c'est une réalité. La politique française de la France, la politique française en Afrique francophone a assujetti non seulement les dirigeants, mais a assujetti peut-être même les mentalités de ceux qui avaient dirigé nos pays après les premiers coups d'État d'après indépendance jusqu'à presque maintenant. À telle enseigne que dans les années 70-80, parler mal de la France est un crime de lèse-majesté, où la France était le sauveur de tout, alors que dans le même temps, la France ne faisait qu'exploiter nos matières premières pour sa richesse. La France ne faisait que vivre sur la bête avec le franc CFA. Donc, aujourd'hui, quand on ne se pose pas des questions fondamentales liées au fait de savoir pourquoi c'est seulement en Afrique francophone qu'on remarque aujourd'hui qu'il y a des coups d'État et que les populations adoubent et applaudissent les militaires qui arrivent au pouvoir, c'est qu'il y a un problème. Et quand vous voyez également le narratif du président français Emmanuel Macron devant les ambassadeurs tout dernièrement, il y a de cela même pas encore une semaine, mais on tombe des nues. On se dit, mais ce monsieur-là, il n'a rien compris à l'Afrique. Il n'a rien compris parce qu'aujourd'hui, les Africains ont tellement évolué. Il y a une telle alphabétisation des populations africaines qui n'était pas comme dans les années 60-70. Beaucoup de jeunes qui sont des cadres aujourd'hui, qui ont fait des études à l'extérieur, au même titre que les Français. Il y a beaucoup qui ont fait les mêmes études, ont les mêmes diplômes dans les universités européennes et américaines que ceux qui dirigent aujourd'hui la France. Et nous avons également l'outil principal qui est Internet, qui permet aujourd'hui à tout le monde de se connecter et de savoir distinguer le vrai du faux. Donc le narratif qui consistait à applaudir la France à l'époque n'existe plus. Et l'autre chose, c'est de savoir que les jeunes Africains aujourd'hui, donc plus de 65% de la population africaine qui a moins de 25 ans, se rend à l'évidence que notre continent est tellement riche en tout, que ce soit par le fait même le fait des matières premières qui sont dans nos sous-sols, mais également par le fait des ressources humaines. Parce que c'est l'Afrique, comme tout le monde le dit, vers les années 2050, c'est l'Afrique qui va tirer la croissance mondiale. Mais ces jeunes Africains se posent aujourd'hui la question de savoir pourquoi nous avons autant d'atouts, mais nous demeurons toujours dans cette pauvreté. Oui, mais surtout, que faire pour éviter les coups d'État, l'épidémie de coups d'État? Est-ce qu'il y a une solution? On va reparler de tout ça dans la seconde partie de New World Forum. Parce que là, nous sommes obligés de marquer une pause pour des impératifs commerciaux et une nouvelle édition de journal sur votre chaîne. À tout de suite pour la seconde partie de New World Forum.